voulez tout savoir sur les dernières innovations dans le monde des énergies. Alors restez avec nous pour ce passionnant interview. Michel Balestra, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes président du conseil d'administration des SIG. Oui. Et la première question qu'on a envie de vous poser, c'est quelles sont les innovations en matière d'énergie? Je pense que l'innovation principale, ça a été la généralisation de l'utilisation de l'électricité qui a permis d'allumer les villes, d'alimenter les machines à laver, de rendre service à la population tout entière. Et puis cette consommation n'a pas cessé d'augmenter et on s'est trouvé avec une réflexion sur la qualité de la production. Le problème de l'électricité, c'est que c'est un fluide qui pour l'instant ne se stocke pas. Il faut le mettre à disposition dans le réseau à 50 Hz, plus ou moins 5%. C'est un problème de tension. Si on est en dessous ou si on est en dessus, on peut arriver à un incident grave ou à un blackout, ce qui était arrivé il y a quelques années en Italie, vous vous en souvenez, de 3 ans. Et un blackout, c'est pas éteindre et allumer l'électricité, il faut remettre tout le réseau en marche, ça prend du temps. Et je vous laisse imaginer ce que coûte l'heure d'interruption d'électricité avec la généralisation des outils électroniques des robots dans l'industrie, etc., etc. Donc, la première des innovations, ça aurait été de stabiliser ce réseau, d'assurer la production d'électricité, d'éviter les pannes, et c'est cela qui a été le premier gros travail à faire. On s'est rendu compte plus tard que cette production d'électricité produisait des émissions de gaz, puisque 80% des émissions, c'est les centrales à charbon dans le monde entier. En Suisse, nous avons beaucoup de chance parce que 60% de notre production, ce sont nos barrages alpins. Et 40% de notre production était de la production nucléaire, c'est-à-dire pas d'émissions de gaz à effet de serre ou de microparticules. Mais la population suisse a décidé, il y a quelques mois, qu'avec la loi Transition énergétique 2050, on allait sortir définitivement du nucléaire en 2050. Donc nous sommes maintenant à un moment de notre histoire où il va falloir développer considérablement d'autres modèles de production pour compenser cette production de 40% de nos centrales nucléaires. Et c'est là que la réflexion sur l'innovation devient elle démarre, en fait. Urgente, qu'elle démarre, oui. Parce qu'il faut absolument que nous trouvions le moyen de le faire. Donc, on connaît l'éolien qu'on maîtrise, mais pour lequel on a toujours autant de difficultés avec le voisinage, avec l'aviation, avec les radars militaires. C'est une technologie qui fonctionne bien, mais qui est difficile à implanter techniquement et culturellement. Ouais. Et puis, il y a le solaire qu'on connaît aussi parfaitement bien et qui fonctionne de mieux en mieux. On s'est rendu compte dans les grandes centrales solaires de Suisse, après plus de 30 ans, que les panneaux solaires avaient une durée de vie plus importante que ce qu'on imaginait qu'elles auraient avant. On arrive maintenant avec les nouveaux panneaux à des coûts de production qui sont compatibles avec le marché. Mais le problème du solaire, c'est qu'il ne fonctionne que quand il y a du soleil et il ne fonctionne pas quand il n'y en a pas. Donc, pour assurer cette énergie en ruban pour les 50 Hz dont je vous parlais, je pense que le gaz va être, contrairement à ce que dit le Conseil fédéral, va être une énergie de transition dont on va avoir besoin pendant un moment. Mais SIG à Genève essaye, par le programme ECO 21 et Négawatt,
de travailler sur les économies d'énergie. Parce que le mégawatt non consommé, c'est le mégawatt le plus intelligent, c'est celui qui pollue le moins, et on obtient d'excellents résultats. On a diminué la consommation électrique de Genève de 6% ces 10 dernières années malgré la croissance, alors que l'objectif était de 2. Eco21 et Negawatt, ce sont deux programmes d'économie d'énergie qui fonctionnent à l'échelle 1 et pour lesquels les citoyens genevois sont attentifs. Si on parlait d'énergie solaire que vous venez d'évoquer, comparé avec nos voisins européens ou outre-Atlantique, qu'est-ce qui se passe un petit peu ailleurs où on pourrait prendre exemple pour développer ça plus rapidement? Puisque vous avez dit que l'intermédiaire, ce serait le gaz. Je ne suis pas un grand spécialiste de ce que font nos voisins. J'entends dire que malgré le fait qu'ils ont une énorme production charbon, les Chinois essayent d'accélérer la transition avec le solaire. Nous, ici à Genève, on veut la décupler à l'horizon 2030, c'est-à-dire qu'on veut la faire x10. Donc on a une politique volontariste et on va atteindre cet objectif. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois sont arrivés à des prix de fabrication de panneaux solaires qui font qu'ils ont pris l'essentiel du marché. Donc ils les utilisent pour eux, ils les exportent chez nous. Et puis les entreprises européennes qui s'étaient lancées dans ces domaines ont eu des difficultés financières. Les centrales à hydrogène. Alors, la réflexion sur l'hydrogène est une réflexion intéressante. D'abord parce que, et ça, à SIG, on réfléchit déjà à cette technique, on peut mélanger 5% d'hydrogène dans les réseaux de gaz. Et les réseaux de gaz peuvent permettre, suivant la pression qu'on a à l'intérieur du réseau, une certaine marge pour du stockage. Donc voilà déjà une première étape qui est une étape intéressante. Donc on peut imaginer que quand les panneaux solaires produisent plus que ce que le marché a besoin, on peut par électrolyse faire de l'hydrogène et l'injecter dans les tuyaux de gaz. Et dans un deuxième temps, s'il y avait encore plus de production solaire pour assurer le ruban pendant la nuit, on pourrait imaginer d'avoir des centrales qui, par électrolyse avec l'énergie produite en supplément, feraient de l'hydrogène, le stockeraient et turbineraient à l'hydrogène pour faire de l'électricité avec un alternateur lorsque les panneaux solaires ne produiraient plus d'électricité. Ça me semble plus cohérent et plus facile que de stocker des batteries comme on imagine qu'on pourrait le faire. Je pense que les batteries seront utiles pour assurer la sécurité d'approvisionnement des data centers, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec l'évolution technologique, on consomme énormément d'électricité, contrairement à ce que certaines personnes imaginent. Donc, dans ces domaines, ou pour l'utilisation privée, pour assurer la lumière la nuit, etc. Mais sur un réseau avec des batteries, pour l'instant, je ne l'imagine pas, mais peut-être que je me trompe. Un dernier point qui nous intéresse, en termes d'énergie, on parle de géothermie. Vous pouvez nous en dire quelques mots à ce sujet? Oui, alors comme tout le monde le sait, le cœur de la Terre est en fusion permanente et la croûte terrestre nous protège de cette chaleur. Et on sait que quand on descend à travers la croûte terrestre, on a tous les 100 mètres environ 2 degrés d'augmentation de température. Ça, c'est une base théorique approximative parce que je ne suis pas géologue, donc. D'accord. Mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et puis, il y a certains endroits où sont stockées des nappes d'eau chaude. Et si on arrive par forage à atteindre ces nappes d'eau chaude, il est évident qu'on peut tirer parti des calories de ces nappes d'eau chaude pour faire du chauffage à distance si elles sont en dessous de 90 degrés, et pour turbiner à la vapeur, puis faire du chauffage à distance si elles sont au-dessus de 90 degrés. Donc ce que l'État de Genève a demandé à SIG de faire, c'est une cartographie du sous-sol par vibration pour évaluer les endroits où il y aurait ces poches d'eau chaude. Et il semble qu'à Genève, on aurait la possibilité d'avoir pas mal de calories qu'on pourrait capter par la géothermie.
Merci infiniment, Monsieur Michel Balestra. On se réjouit de vous revoir bientôt sur nos ondes. Et puis, on vous souhaite tout bon pour la suite. Mais c'est moi qui vous remercie, j'ai eu beaucoup de plaisir. Cette interview est réalisée en partenariat avec Reportage Suisse Romande et on se réjouit de vous retrouver bientôt sur notre antenne. Au revoir.